La Santé, la maison d'arrêt de Paris. Il est 8h30. Dans le fourgon qui part pour le palais de justice, 4 hommes accusés d'avoir participé à un braquage au cours duquel un gendarme auxiliaire de 22 ans a été tué et un homme de 40 ans grièvement blessé. Tous les 4 vont être jugés par la grande cour d'assises. Ici, on traite les affaires judiciaires les plus graves, les crimes. Le procès qui commence a été placé sous haute surveillance. Les accusés sont fichés au grand banditisme. Dans la salle d'audience, les gendarmes se méfient. C'est un procès particulier en ce sens que les accusés sont des hommes que nous jugeons comme très dangereux. On pourrait imaginer qu'il y a des armes qui sont déposées, des explosifs, etc. Donc nous nous assurons que tout est clair en ce sens. Le procès doit durer 15 jours. Tous les matins, les accusés seront transférés avec une escorte exceptionnelle de la prison de la Santé jusqu'au palais de justice. Les 4 risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Au 3e étage, Martine Varin, la présidente de la cour d'assises, se prépare à accueillir les jurés. 40 personnes ont été tirées au sort dans les listes électorales de Paris. Parmi ces 40 personnes, 9 vont être à nouveau tirées au sort. Avec la présidente et ses 2 assesseurs, ces jurés vont constituer la cour qui devra décider de la culpabilité des accusés. Tout ceci doit vous paraître, je ne vais pas dire émouvant, mais c'est vrai que ce n'est pas un rôle facile de juger son prochain. Ceci étant, ce qu'on vous demande, c'est de venir là avec votre bon sens, votre connaissance des êtres et des situations, votre expérience de la vie, et surtout sans a priori. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le box qu'ils sont coupables. Tant que nous ne les avons pas déclarés coupables, ils sont innocents. Et il faut bien surtout être le plus objectif possible. Pour atteindre les salles d'audience, les accusés passent par les sous-sols. Jean-François Parisi a 37 ans, c'est le plus jeune. On l'appelle bébé. Lui et les 3 autres accusés appartiennent à la communauté des gens du voyage. Ça, c'est les couloirs de la mort. Patrick Parisi, l'oncle de Jean-François. Il a 42 ans, il s'est remarié, d'où son étrange surnom, l'homme aux 2 femmes. Quand ils vont enlever les notes là, pour voir les marques qu'ils nous font dans les mains. Ces SS. Le fort en gueule, c'est Jean-Claude L'Enfant, Kiki pour les intimes. 48 ans. Il fait partie de la même famille. Le 4e, un peu plus âgé, est une relation de prison. André Vigoureux, dit Dédé, un ancien boxeur. Ils sont en détention provisoire depuis leur arrestation il y a 4 ans. Tous se disent innocents et victimes d'une dénonciation calomnieuse. Depuis 4 ans, on clame notre innocence là-dedans. Depuis 4 ans, devant les juges, j'ai fait des centaines de provisoires, de appels. J'ai tout fait pour... Puis bon, ils veulent rien savoir. Après plus de 4 ans de prison, ils vont être jugés pour les faits qu'on leur reproche, des faits qui datent de 5 ans. C'était le 31 août 1996 dans la région parisienne, le péage de Chamans sur l'autoroute du Nord. L'un des points de passage les plus fréquentés de France. En face du péage, les locaux de la Société des autoroutes. Le 31 août, jour de grand retour de vacances, les caisses sont pleines. Vers 4 heures du matin, 2 voitures s'engagent sur la voie qui mène aux locaux de la société. Les voitures ont été volées il y a 3 heures à peu près. À l'intérieur, des hommes cagoulés et armés. La première voiture s'arrête en travers du chemin pour bloquer le passage. La seconde va se garer derrière le bâtiment. 4 hommes armés de fusils de chasse pénètrent dans les locaux et se font remettre la recette de la journée, 100 000 francs. À l'extérieur, un homme couvre les arrières de ses complices. Il a déjà neutralisé une voiture lorsqu'une 2e voiture arrive. L'homme armé d'un fusil à pompe force le conducteur à descendre. Pendant que l'homme à la cagoule va éteindre le moteur, le passager rampe pour se protéger derrière sa voiture alors qu'arrive une patrouille. Les gendarmes ne voient pas le gangster. L'un d'eux sort de la voiture, l'homme à la cagoule ouvre le feu et le blesse à la jambe. Réflexe du 2e gendarme, il évite la seconde balle. La 3e sera pour le gendarme déjà blessé. Pendant ce temps, les autres braqueurs sortent du bâtiment.
Dans leur fuite, l'un d'eux tire une rafale de mitraillette en direction de la patrouille, mais atteint le conducteur. La balle passe tout à côté du cœur de Jean-Marc Thibault. Le gendarme touché à la poitrine meurt pendant son transfert vers l'hôpital. Stéphane Christ avait 22 ans. Il effectuait son service militaire. Les gangsters se sont engouffrés sur l'autoroute. Les gendarmes ne les rattraperont pas. Mais pendant le braquage, l'un des cagoulés a commis une erreur. Il a écrasé sa cigarette sur le siège de la voiture. Sur le mégot, son empreinte génétique. Il s'agit de Marc Dorkel, un homme bien connu des services de police. Confondu par cette preuve scientifique, l'homme à la cigarette avoue. Il reconnaît les faits et donne les noms de ses complices, ceux qui vont être jugés aujourd'hui. Pour assurer leur défense, des spécialistes de la cour d'assises, maître Catherine Ardaillon, maître Liénard, maître Dupont-Moretti et maître Bruel. Si leurs clients sont des habitués des tribunaux, ils n'ont jamais été condamnés pour des faits aussi graves. Moi, je reconnais bien qu'on est des voleurs, nous. On faisait des cambriolages dans les châteaux, les recels d'antiquité, mais de là à en venir pour tirer sur les gens pour l'argent, non, c'est pas ce qu'on fait, nous, on n'a rien à voir avec ça. Comment des gens qui ont la faculté de gagner beaucoup d'argent en prenant un risque pénal relativement limité, parce que les vols de château, même si on prend 3 ans, c'est bien le bout du monde, iraient s'armer jusqu'aux dents pour, à 5, partager 50 000 francs, 60 000 francs, 70 000 francs, 100 000 francs. Qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est sur cet argument, le butin ne justifiait pas les risques, que les 4 hommes veulent convaincre qu'ils n'étaient pas sur place. Face à eux, l'accusation. Philippe Bilger, l'avocat général, c'est au nom de la société qu'il va demander que justice soit faite. On est toujours, heureusement, un peu tendu, quoi. Ça n'est pas quelque chose de simple ni de facile. C'est évidemment moins éprouvant pour moi que pour eux, mais c'est difficile tout de même. Bien, l'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Le procès commence, il va durer 15 jours, la cour d'assises se donne le temps, ses décisions sont lourdes. Pourtant, le palais de justice de Paris croule sous le nombre des dossiers. Plus de 150 000 jugements par an. Il s'agit de la plus grosse juridiction en Europe, elle représente le quart de l'activité judiciaire française. Tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation, les plus hauts magistrats de France sont ici. 3000 personnes y travaillent, la plupart n'ont pas de bureau. Il faudrait 60 000 mètres carrés supplémentaires pour loger tout le monde. Un déménagement est bien prévu, mais le futur site n'a pas encore été choisi. Si certains lieux sont majestueux comme la chambre civile de la Cour de cassation, d'autres le sont moins. Tout dépend des étages. Le site est historique. Il a abrité les rois de France avant de devenir ce palais de justice. C'est un musée, une visite très appréciée des touristes. Par ici. Pour les étrangers, un passage obligé dans la tournée de la capitale. Là, vous avez le premier personnage que rencontrait le prisonnier dès qu'il arrive à la conciergerie, c'est le greffier. Le concierge, pendant la Révolution, ce n'est plus du tout le concierge du Moyen-Âge. Actuellement, derrière ces portes noires, vous avez les prisonniers actuels du palais de justice qui attendent leur procès, là, juste derrière. Et donc, évidemment, c'est pour ça que nous ne pourrons pas voir l'ancien quartier des Eaux. Là, les touristes ne sont pas admis. Nous sommes à la Souricière, l'endroit par lequel passent tous les prisonniers lorsqu'on les amène au palais de justice. Ici, on assure la sécurité avec d'étonnantes surveillantes. C'est assez surprenant. Les surveillants s'occupent de tout ce qui est quartier homme. Bonjour ma sœur, vous allez bien? Et le quartier femme, ce sont les sœurs qui s'occupent de ce quartier, sous la responsabilité, bien sûr, de l'encadrement. La présence de ces sœurs dans les établissements pénitentiaires est une tradition. Depuis 1865, 11 sœurs de la congrégation de Sainte-Marie-Joseph de la Miséricorde s'occupent des détenues femmes lorsqu'elles arrivent à la Souricière. Bon, on va faire les femmes d'abord. Alors, 80 détenus aujourd'hui. On va commencer la journée. En moyenne, 80 détenus qui, chaque jour, viennent de toute la France et qui vont passer quelques heures à la Souricière avant de rencontrer leur juge. Ces femmes sont basques.
Elles vont être interrogées par les juges antiterroristes. Ce sont des détenus particulièrement surveillés. Pourtant, ce sont les sœurs qui vont les prendre en charge, seules. Ah, des fois, il y a des détenus dangereux, hommes comme femmes. Enfin, il y a le dialogue. Donc, vous voyez, la sœur est en train de discuter assez longuement. La présence de ces religieuses au palais suscite des polémiques. Beaucoup ne l'admettent pas au nom de la séparation entre l'État et l'Église. Qu'est-ce que vous êtes mignonne. Les personnels de l'éducation nationale qui travaillent dans les prisons auraient même porté plainte contre leur présence. Sœur Kathleen est irlandaise. Elle est ici depuis 10 ans. Écoute, j'essaie de faire ce que j'aimerais qu'on me fasse. Nous ne sommes pas là pour les juger, mais pour les prendre comme elles sont, de les traiter humainement. C'est des petits gestes comme ça qui sont humains, c'est pas plus. Moi, j'ai pas besoin d'aller leur faire un discours. Mais ils apprécient énormément le geste d'avoir une boisson chaude, qui n'est pas une obligation. Hein, les hommes l'ont pas. Voilà. En juin dernier, le Comité pour la prévention de la torture, qui visite toutes les prisons, s'était félicité des conditions d'accueil réservées aux femmes. Il y a la santé qui arrive. De l'autre côté, le quartier des hommes, 4 fois plus grand. Tout le monde passe par ici, les inconnus, mais aussi les prisonniers célèbres, comme celui-ci, Pierre Falcon, le marchand d'armes, mis en examen avec Jean-Christophe Mitterrand dans l'affaire de l'Angola Gate. La loi nous interdit de montrer son visage. Du côté des hommes, le comité contre la torture avait dénoncé le nombre trop élevé de détenus par cellule. Les détenus particulièrement dangereux sont seuls, comme en détention, comme en établissement pénitentiaire, et les autres détenus peuvent être 1 ou 2. Voilà. Ça leur demande. Tu peux le mettre, c'est bon. Tu peux le mettre, c'est mon cousin, c'est pas pareil. À la Souricière, les cellules ne font guère plus de 3 mètres carrés. Certaines sont repeintes, d'autres en mauvais état. Le ménage, lui, est fait régulièrement. Tous les jours, hein, c'est fait tous les jours. Oui, là, donc c'est plus propre que l'autre cellule. C'est vrai que c'est pas de grand luxe, mais tous les ans, on repeint quelques cellules. Vous voyez, j'en prends une cellule au hasard, donc ils sont repeintes, mais il y a des graffitis. J'encule tous les matons qui me font chier. Voilà. Voilà, et en plus c'est pour eux, hein. C'est propre, c'est repeint, c'est pour eux, mais non, il faut qu'ils mettent des conneries, comme l'extérieur, souvent. À quelques mètres, une vieille cellule qui ne sert plus depuis longtemps. Les murs ont aussi recueilli les graffitis de prisonniers de passage. Voilà. Et Raoul dit Toto, vol, 20 mois, vous voyez, un peu de tout. Sapeur-pompier de Paris pour vol, mais innocent. Le 9 décembre 1920. C'est un lieu historique, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui sont passés. Ça devait pas être évident de rester ici. Hein. Et ça n'est toujours pas évident d'aller jusqu'au bureau des juges ou aux salles d'audience. Pour les rejoindre, on passe par les sous-sols. Des kilomètres de souterrains, avec une atmosphère que l'on dirait sortie d'un film de série noire. Les 4 accusés du braquage de l'autoroute les connaissent, ces sous-sols. Au moins depuis la veille, ils arrivent pour la 2e journée de leur procès. L'atmosphère des souterrains ne les a pas abattus. Salut, jeunes hommes. De toute façon, lundi, c'est pas la peine qu'ils viennent nous chercher, je te dis. C'est pas la peine, il n'y a plus de ils finissent sans moi. Ils sont même bien remontés contre les gendarmes. Ça se passe bien, mais ça fait 3 fois qu'ils nous foutent à poil là. 3 fois pour venir là, 3 fois à poil. Une première fois, on est fouillé par les surveillants, deuxième fois par la gendarmerie mobile. Avant de monter dans le camion, on arrive ici, ça fait 10 minutes. Il y a des consignes, nécessairement, elles doivent être respectées. Mais c'est du nazi, ça, c'est du nazi, ça. Bah, sûrement que c'est du nazi. Maître Bruel tente de les calmer. Dans peu de temps, ils vont être face aux victimes. Il ne serait pas bon pour eux de troubler la sérénité des débats et de ne pas respecter la douleur des parents. Monsieur et Madame Christ avaient un fils, Stéphane avait 22 ans et faisait son service en tant que gendarme auxiliaire. Il avait été affecté au peloton de l'autoroute. Le gendarme qui l'a vu mourir est également à l'audience. Il a souhaité garder l'anonymat. Jean-Marc Thibault, le conducteur qui avait reçu une balle dans la poitrine, est là aussi. Sur le visage des victimes, toutes les questions qu'elles se posent depuis 24 heures. Sur celui des accusés, beaucoup plus de tranquillité.
La cour. La présidente et les jurés vont interroger chaque accusé sur les faits qui leur sont reprochés. Monsieur Vigoureux, levez-vous, s'il vous plaît. Dès le début de son audition, André Vigoureux, Dédé le boxeur, fait son effet. Il avoue et en même temps il dédouane ses compagnons. Il affirme qu'il était sur les lieux du crime ce soir-là avec d'autres complices que ceux qui se trouvent dans le box. Il reconnaît qu'il a participé au braquage et qu'il est l'auteur des coups de feu. C'est lui qui a tiré sur le gendarme et il prétend le regretter. Cette révélation produit un effet choc. Les parents de Stéphane sont à quelques mètres de celui qui reconnaît avoir tué leur fils. Il essaye de nous faire croire qu'il a des remords, mais bon, je ne le crois pas. Je leur ai fait comprendre que c'était pas des hommes, puisqu'ils se sont munis d'armes pour tirer sur un enfant. Parce que quand on a 22 ans et qu'on fait son service militaire, on n'est qu'un gosse, on n'est pas... Il faut qu'ils soient punis quoi, maintenant, et on n'attend plus que la punition. Et on espère qu'elle sera en conséquence de leurs faits. André Vigoureux est donc le meurtrier du gendarme Christ. Un homicide volontaire qui peut lui coûter la prison à perpétuité. J'ai tiré, tout le monde dit que j'ai tiré avec précision, mais j'ai tiré en panique. J'ai jamais eu l'intention de donner la mort au gendarme. Jamais. Si André Vigoureux vient d'avouer, c'est sans doute parce qu'il ne risque plus grand-chose. Il a été condamné à 30 ans de prison pour un autre braquage au cours duquel un gendarme a été grièvement blessé. Ses avocats ont fait appel sans trop d'espoir, il existe des preuves irréfutables contre lui. Si jamais il était condamné une nouvelle fois pour la mort du gendarme Christ, les peines ne s'additionneraient pas. Avec ses aveux, André Vigoureux vient surtout de donner des arguments pour la défense des 3 autres hommes. L'un des accusés, à savoir Vigoureux, a exonéré les autres accusés de toute responsabilité. Alors, qui ce soir-là a participé à cette équipée? Est-ce que ce sont ceux du box? D'autres? Ça peut être une tactique de défense. Bon, donc il sait que de toute façon il va être condamné. Il a peut-être passé une sorte de deal avec les autres pour les dédouaner complètement et effectivement jeter le trouble dans l'esprit des jurés ou même des juges. Hein. Bien, l'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Au palais de justice, il n'y a pas que des histoires de crimes. Il y a même en majorité de petits délits que l'on expédie tous les jours beaucoup plus rapidement. Dans ces cages, des hommes pris en flagrant délit quelques heures auparavant et qui vont être jugés sur le champ. Bah, je touche du bois, hein, comme c'est l'habitude, là. Je prie le bon Dieu. Inch'Allah que ça se passe bien, que Dieu le protège. Cet homme est un récidiviste, un spécialiste des vols de cartes de crédit. La police l'a arrêté alors qu'il retirait de l'argent avec la carte volée à une personne âgée quelques instants plus tôt. Il est d'abord présenté au procureur de la République, Madame Vautrin. Monsieur, vous le détachez, s'il vous plaît. Je représente le procureur de la République, je suis premier substitut du procureur. Et vous êtes déféré ici pour un certain nombre de choses que je vais vous exposer. Hein. Les enquêteurs ont toutes les preuves contre ce pickpocket qu'on voit ici, en t-shirt rayé, essayant de voir le code secret de cette femme. Ces images proviennent des caméras qui surveillent les distributeurs automatiques. Le vieux monsieur qui vient d'entrer semble sans doute être pour notre pickpocket une proie beaucoup plus facile. Au moment où le vieux monsieur est prêt à faire son code, il s'en approche et par-dessus son épaule, il en repère les numéros. Au moment même où la carte ressort de la machine, le pickpocket la saisit si rapidement que le vieux monsieur ne comprend pas. Il croit que la machine a conservé sa carte. L'homme s'est déjà fait prendre plusieurs fois, toujours pour les mêmes faits. Des bêtises, comme on dit. Hein. Voilà, madame, ouais, bah, c'est gentil, c'est vrai. Le pourquoi, le comment, je vais pas vous dire ce que vous savez. Alors, très sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Que ça vaut le coup de vivre comme ça ou... Franchement, non, madame. J'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai 33 ans. Ouais. Ça fait 11 ans que ça dure. Ah, voyez, on est d'accord, on est fatigués tous les deux, on aimerait bien pas vous voir. Mais 1 an, ça commence à devenir inconséquent. C'est une habitude. Ah, c'est carrément un abonnement. C'est un abonnement. Vous faites rire, tiens. C'est drôle, mais c'est triste, vous voyez. C'est drôle, mais c'est triste. Peut-être drôle, mais le délinquant n'en est pas à son premier délit. Il risque 2 ans de prison. Comme il n'a pas de domicile fixe, le procureur a décidé de le faire juger dès cet après-midi.
C'est ce qu'on appelle les comparutions immédiates. Ici, c'est un peu la chaîne. Il y a des avocats de permanence qui sont mis à la disposition des prévenus gratuitement pour des affaires répétitives. Vol à la tire, petit trafic de drogue, étrangers en situation irrégulière. Les avocats prennent en charge une dizaine de cas par jour. Notre pickpocket est présentée à Maître Krief. Elle découvre le dossier qu'elle défendra devant le tribunal 3 heures plus tard. Votre parcours, en fait, correctionnel a commencé en 90. En 90, vous aviez 21 ans. Ah, elle a commencé bien avant, parce que vous n'avez pas tout, là. J'ai pas tout. Ah ouais, moi j'ai commencé à 16 ans. Je me suis retrouvé au CJD, au Centre Jeune Détenu de Fleury-Mérogis, à l'âge de 16 ans. L'erreur que j'ai faite, plutôt qu'ils ont peut-être fait, c'est de m'avoir mis trop jeune en prison. C'est ça l'erreur. Je suis rentrée une fois, j'ai fait que des rentrées-sorties. C'est quand même un chiffre, un an, tu fais 6, 7 fois, ça te fait... C'est un parcours classique. 10 fois, ça fait 10 ans. Vous parlez excellemment français. Vous avez... Mais je suis né en France, c'est normal. Vous parlez très bien. Vous avez une superbe allure. Vous êtes tonique. Mais non, mais je vous dis franchement, je vous dis ce que je ressens. C'est gentil. Je vous dis ce que je ressens. Vous avez une très bonne allure. Vous pouvez, à mon sens, faire un boulot dans la communication. Vous pouvez avoir un boulot dans le commercial. Oh, j'ai les boules, qu'est-ce que je fais là? La confiance s'est installée. Notre homme va même se laisser aller à des confidences qui permettent de comprendre pourquoi il a du mal à changer de vie. Je fais combien par jour? Franchement, si je veux vraiment, je fais ce que je veux. Je peux tourner à 30, 20, 30 000, si je veux, même 100 000 par jour. C'est selon moi. Si je veux, moi, je peux faire 10 plaques dans la journée. 100 000 francs par jour, de quoi prendre le risque de passer régulièrement en comparution immédiate et d'acquérir une certaine expérience. Il y a une façon de se tenir, c'est de baisser la tête. C'est de faire le tour en baissant la tête et en disant oui partout. C'est ce que j'ai appris. Hein. Parce qu'ils regardent votre comportement, attention, hein, et ils sont pas juges pour rien. 2000, à peine, même pas, à peine. De quoi vivez-vous? Je suis rémiste. Érémiste, depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Vous savez bien, quand on est érémiste, il y a des obligations d'essayer de se remettre au travail. Alors comment cette obligation, vous la remplissez? J'ai baissé les bras. Eh bien voilà au moins qui est rapide et franc. Et quelle est votre formation? Aucune. Oui, est-ce que devant le tribunal, vous reconnaissez les faits à nouveau? Oui, Monsieur le Président. Je suis rentré dans la banque. Ouais. Il y avait une personne, il y avait une fille et il y avait ce monsieur. Oui. J'ai pas regardé le monsieur parce que sinon j'aurais pas pris sa carte, vu son âge. Ça pourrait être mon père. Oui. C'est vulnérable, c'est vulnérable. C'est exactement ce qu'on vous reproche. Vulnérable, Oui. c'est ça. D'habitude, quand c'est quelqu'un comme ça, moi je... Vous prenez des gens dans la force de l'âge d'habitude. Voilà, je préfère attendre. Voilà, on a compris. Un plus jeune. Oui, on fera attention la prochaine fois, Madame le procureur. Monsieur le Président, ouais. Je me suis mis derrière, j'ai pas fait de bruit, j'ai vu son code. Oui, mais pour faire son code et le mémoriser, déjà qu'il y a des tas de gens qui ont du mal à mémoriser leur code, ils sont obligés de le mettre. Vous avez une sacrée vista, hein. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, au contraire. Il faut s'entraîner pour être capable de visualiser en quelques instants le numéro de code. Non, mais c'est simple, Monsieur le Président. J'étais derrière. Oui. Et la personne ne m'a pas vu derrière. Bon. Alors, elle a fait son code vraiment comme si... Ben oui, mais il faut quand même... Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ah oui. J'étais derrière, j'ai vu son code et puis j'ai pris sa carte de crédit, monsieur. Et après, qu'est-ce que vous êtes allé faire? J'ai été retiré de l'argent. Combien de fois? J'ai retiré 2 fois. Bah oui. J'ai retiré la première fois dans une... Oui. Ensuite, je suis parti au de République. Oui. J'ai retiré et à ce moment-là, il y avait des inspecteurs. Ils ont vu un peu mon comportement. Plutôt, j'avais une casquette. Ils m'ont arrêté. Ils ont du métier quand même, hein. Comment? Les policiers, ils ont du métier. Bien sûr. Oui. Bien sûr, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, monsieur? Moi, je demande rien, Monsieur le Président. Je demande à être jugé, hein. On a bien compris. Ouais, je peux vous dire d'autres. Bien sûr qu'il y a du regret. Surtout d'être là. Il y a du regret. Il y a du regret parce que c'est une personne âgée quand même. Je ne l'ai pas vue, sincèrement, elle était de dos. C'est pas la personne, c'est sa carte de crédit que j'ai visée. Sincèrement, je lui ai pris. C'est la carte de crédit, j'aurais vu cette personne. Il y a du regret parce que c'est une personne vulnérable. C'est ce qui me fait le plus mal.
C'est pas le mal est fait. Mais ça fait mal quand même. C'est une personne âgée. Que dire à ça, Madame la procureure? Vous avez des questions à lui poser? Mettre des précisions? Non, eh bien on va rester là. Le procureur a réclamé 1 an de prison, mais le président n'a condamné qu'à 8 mois. Avec les remises de peine pour bonne conduite, la grâce présidentielle du 14 juillet, l'homme ne fera sans doute pas plus de 6 mois de prison, une condamnation qui a l'air de plutôt le satisfaire. Pour 23e, je reviens. La comparution immédiate, c'est la façon la plus expéditive de juger. Depuis la loi sur la présomption d'innocence, elle serait moins utilisée. Mais si ces comparutions immédiates sont moins nombreuses, c'est d'abord parce que le nombre de gardes à vue a diminué. Du côté des enquêteurs, policiers ou magistrats instructeurs, on est un peu découragé par la réforme de la garde à vue. On passe son temps en garde à vue à notifier des droits, à faire rencontrer qui l'avocat, qui le médecin, qui l'interprète, qui etc. Et puis finalement, on passe 40% à faire du fond, c'est-à-dire à savoir si la personne qu'on a garde à vue est susceptible d'être l'auteur ou de ne pas être l'auteur de l'infraction. Cette lourdeur que la réforme leur a imposée n'est pourtant pas injustifiée au regard des libertés et des droits de l'homme. Reste que, faute de temps et de moyens, la justice française se met elle-même hors la loi. Ces prévenus qui arrivent au palais ne sont plus en garde à vue. D'après la loi, ils devraient être présentés dans la foulée à un magistrat. Mais ils vont passer la nuit dans une cellule au dépôt sans que personne ne puisse les voir. Le dépôt est derrière cette porte. En 1993, son insalubrité avait fait la une des journaux. Des avocats avaient pu pénétrer dans le quartier réservé aux étrangers en situation irrégulière. Maître Tcholakian avait pris quelques photos. On a tous été choqués. L'expert, les 4 avocats que nous étions, on était vraiment sous le choc de ce qu'on venait de voir. Nous avons vu une vingtaine de lits collés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas l'intimité d'avoir un lit individuel. Sur ces lits, des matelas en mousse, sans aucune housse, ne serait-ce que pour des problèmes d'hygiène. On a vu des locaux sales, dégradés, abîmés. Et puis nous avons vu aussi ce qu'étaient les restes du repas, le tout dans des écuelles complètement déformées, usagées, et le tout avec une modeste cuillère en plastique. En 1995, 11 millions de francs ont été débloqués pour rénover le dépôt. N'empêche que si la préfecture de police nous autorise aujourd'hui à pénétrer avec notre caméra, nous n'aurons le droit de visiter que le quartier des femmes. Sans doute parce que, comme pour la souricière, ce sont des sœurs qui s'en occupent et les locaux sont impeccables. Les sœurs reçoivent en moyenne 5 femmes par jour. Beaucoup des cellules sont vides. Voilà les cellules de détenus. Elles sont généralement seules, mais nous pouvons ajouter un deuxième lit lorsqu'elles ne supportent pas la solitude, lorsqu'elles sont trop dépressives. There's one sugared and one's not sugared. Ces femmes sont thaïlandaises. Elles seront présentées le lendemain à un juge pour une affaire de proxénétisme. Sugar in, no sugar. Qui c'est qui vous a téléphoné qu'il y avait une femme qui arrivait? Quel âge? 16 ans. C'est la première fois que vous venez. La religieuse va faire en sorte que cette jeune femme ne passe pas la nuit seule dans une cellule. Il y a une autre personne qui est là-haut, donc je vous mets dans la même cellule, les mineurs aussi. Vous allez? Hein? Vous vous faites rire toute seule? Non, c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Non, mais je vous donne le choix. Hein? Non, c'est bon. D'accord. Elle dort déjà. Non, on va la laisser. Oui, elle dort déjà, alors on va la laisser. Hein. C'est un peu compliqué, là. Les gestes sont délicats, tout est fait pour la rassurer. Quand elles arrivent, on ouvre la cellule et que voit un lit qui est fait, je vous assure, alors combien ils ont dit « Oh là là !» Parce qu'ils ont été garde à vue depuis 48 heures, assis sur un banc. Alors il y a une couverture, une deuxième là, si jamais vous craignez d'avoir froid. Contrairement aux hommes, les femmes ont droit à un matelas, à des draps et même à des serviettes de toilette. Là aussi, c'est un supplément, les hommes ne l'ont pas. Hein.
C'est un supplément que nous avons réussi à avoir pour donner un peu d'humanité. Chez les femmes, le comité contre la torture n'avait rien trouvé à redire lors de sa visite en juin dernier. En face des femmes, le quartier des hommes. On ne nous laissera pas vérifier si les travaux de 95 ont amélioré les conditions de détention. Ces hommes ont passé la nuit au dépôt. D'après le rapport du comité contre la torture, ils ont dormi dans une cellule de 7 mètres carrés, encombrée de lits superposés à 3 niveaux sur des planches de bois. Tous les détenus jugés en comparution immédiate passent par le dépôt, comme notre spécialiste des cartes de crédit. On passe un coup de peinture, bon, à part qu'il y a des cafards, par les cafards, il y a plein de cafards par terre, hein, faut dire ce qu'il y a vrai. On mange très mal. Moi, je dis ce qui manque, c'est de leur donner la propreté, l'hygiène. Déjà, l'hygiène. Déjà, l'hygiène, c'est très important. Ils ont fait un effort, parce qu'on remonte à 10 ans, c'était pas comme ça, hein, c'était vraiment la merde. On a des droits d'hygiène quand même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas parce qu'on a fait une connerie, on assume notre connerie, on nous prive de notre liberté. On ne prive pas de notre hygiène, on ne prive pas de nos droits. Il faut que ça change tout ça. Plus de confort. Je sais pas, plus de confort, c'est-à-dire mettre une porte dans les chiottes, tu vas pas chier, comme ils disent. Il y a 8 personnes. T'es obligé de te déshabiller devant tout le monde te regarde. T'es obligé de chier devant tout le monde. Et l'autre, il est en train de manger. Ça se fait pas, tu chies. Tu lui coupes l'appétit, le mec. Troisième journée du procès devant la grande cour d'assises. Les aveux d'André Vigoureux, la veille, s'ils ont apparemment dédouané les 3 autres, risquent de ne pas convaincre les jurés. Dédé le boxeur a refusé de donner les noms de ceux qui auraient été ses complices par peur de représailles sur sa famille, dit-il. Les 3 autres sont inquiets. Moi, je vais vous dire franchement, l'impression que j'ai quand je rentre dans le tribunal, franchement, j'ai peur des gens. Parce que je ne sais pas la réaction des gens. Pour eux, les gens, ils voient qu'on est gitans, pour eux, on est des bêtes faux. Alors, vous voyez, que ce soit le juge, le procureur, pour moi, ils me font tous peur. Aujourd'hui, l'homme de femme peut effectivement avoir des craintes. Un témoin va l'accuser, cet homme passait en voiture sur l'autoroute au moment des faits. Il affirme que depuis sa voiture, il aurait aperçu un visage sans cagoule. Malgré la distance, il prétend pouvoir le reconnaître. Pourtant, dans sa première déposition, il n'avait rien vu. Celui qui l'identifie, c'est Patrick Parisi, l'homme de femme. Lorsque je suis passé au péage, il y avait à droite un véhicule qui était déjà arrivé. Et le deuxième véhicule, je l'ai vu arriver, ils sont stationnés, ils sont sortis tous de voiture. Et il y en avait un qui est sorti du véhicule de droite. Bon, moi je l'ai vu sans cagoule. Bah oui, ils n'avaient pas de cagoule. C'est quelqu'un qui aurait bien aimé être témoin, qui s'est sûrement persuadé d'être témoin de quelque chose, mais qui n'a été témoin de rien. Et c'est dramatique de voir des gens comme ça venir déposer dans de telles conditions, de dire de telles conneries, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, l'avocat de la défense, elle fait son boulot. Hein. Elle essaie de jouer là-dessus pour essayer de défendre son client, parce que finalement, je pense qu'il n'est pas tellement défendable. Alors, Il raconte que les conneries, il était payé, c'est tout. Ça, une personne comme ça, et ils vous font couper la tête, ils étaient à peine de mort. Il a pas parlé tout seul, l'homme, là. Non, mais à mon avis, il était dirigé, celui-là. Il accuse cette personne. Moi, je suis là pour dire, pour prouver par A plus B, que cette personne n'a jamais participé au braquage. Cette troisième journée du procès ne s'annonçait pas très favorable aux accusés, surtout l'après-midi. Nous allons entendre un témoin essentiel dans cette affaire, qui est très contesté. Ce témoin très contesté, c'est la balance. Marc Dorquel, l'homme à la cigarette, un cousin des autres accusés. C'est lui qui, pendant le braquage, a écrasé sa cigarette sur le siège et oublié le mégot dans la voiture. Les enquêteurs avaient retrouvé son ADN. Pour ne pas endosser le meurtre du gendarme, il a donné des noms, Vigoureux, l'enfant, les 2 Parisi. Toute l'accusation tient sur ce témoignage, sur son témoignage. La défense le conteste et parle d'une vengeance personnelle. Je crois que la situation est assez conflictuelle. Donc les mesures de sécurité sont renforcées pour la protection du témoin. Du côté des gendarmes, on sait que la confrontation qui se prépare sera tendue. Eh bien, apparemment, c'est celui qui les a balancés. Hein. Et donc, dans le milieu des gens du voyage, il n'y a pas de problème.
qui règle ça à coup de fusil déjà, c'est une histoire de femme, donc là où il y a des années de prison, donc c'est pire. Les accusés ont même prévenu les gendarmes. Ils ne veulent pas rater l'occasion de se venger. Qu'il allait essayer de passer par-dessus le box et lui faire un suçon à l'œil. Donc à la personne. Un suçon à l'œil, dans leur langage, c'est sans doute un œil au beurre noir. Tout ce qu'il nous dit, il faut le prendre au sérieux. S'il se passe quelque chose dans le box, vous n'attendez pas mes ordres. Vous réagissez en fonction de ce qui se passe, avec la violence qui s'impose, suivant l'initiative. Et moi, de derrière, je verrai les moyens que j'emploierai. L'homme à la cigarette a déjà été condamné pour ce braquage à 9 ans de prison. Aujourd'hui, il n'est pas dans le box, c'est à la barre des témoins qu'il va déposer dans quelques instants. Normalement, il devrait maintenir ses accusations. C'est pas commencé là. Bon, en face là, c'est bon. Monsieur Jacqui est un habitué du palais, un vieil habitué. Avec son ami Jean-Claude, ils sont à l'affût des procès les plus croustillants. Moi, j'ai vu Monseigneur Gaillot, évêque communiste, trotskiste. Là, j'ai vu là. On a assisté au J'ai vu le préfet Bonnet, moi, là. Là, la 17e, il n'y a pas longtemps, là. Le préfet Bonnet. Depuis 1970 qu'on fréquente les tribunaux. Léotard. Il va venir, là. Il a dit qu'il viendrait. Mon agenda, il est plein pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui vous plaît de venir ici? C'est parce qu'on apprend beaucoup de choses. On vient pour apprendre, hein, pas pour voir. On vient pour apprendre. Vous apprenez quoi? Les choses de la vie. Les choses de la vie. Ce qui peut se passer autour de nous, surtout. Il y a des choses qu'on ne sait pas tout dans la vie, vous savez. On ne sait pas tout. Chaque chambre a son truc. Hein. Anne 3, c'est les comparutions immédiates? C'est immédiatement. C'est jugé tout de suite. Et ça, c'est intéressant? Non. Pourquoi? Non, c'est la misère. En un mot, c'est la misère. La misère des gens, bon, faut la laisser comme elle est. Faut pas aller assister à ces trucs-là. Il y va même le samedi. Il ment, il y va même le samedi. Il y a des gens, on leur paye, ils boivent un coup, et puis ils s'en prennent à leur bonne femme. Et bien souvent, ils sont déférés parce qu'ils ont foutu des coups sur leur femme. C'est pas tellement marrant, hein. Mais c'est 80%, c'est ça. Hein. D'après ce spécialiste amateur, 80% des comparutions immédiates sont des hommes qui battent leurs femmes. J'ai mal au cœur. J'ai une angoisse. Cet homme va être jugé pour les coups qu'il a portés au visage de son épouse. C'est une femme qui a été frappée par son mari. Comment vous savez ça? C'est une antillaise. C'est toujours des histoires qui vont s'arranger sur l'oreiller. On y va? Le mari n'a jamais été condamné, c'est la première fois qu'il se retrouve dans le box des accusés. Ce n'est pas un habitué. Voilà, monsieur président. Sa femme l'accuse de l'avoir frappé avec une canette de bière, ce qu'il réfute. Vous contestez les faits qui vous sont reprochés? Bon, madame, vous voulez venir ici, à la barre? Ce qu'on voit là, ce sont les conséquences des coups. Voilà. Vous avez 3 points de suture. Vous entendez? Oui, j'ai entendu. C'est un fait, oui, effectivement, le coup est parti. Je me suis excusé pas mal de fois. Je te souviens, lorsque la bouteille est partie. Oui. Tu te souviens? On ne donne pas des coups de bière à qui que ce Non, soit. pas, monsieur le Président, c'est parti. C'est parti. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que ça part souvent. Je suis très actif, et puis je suis très nerveux aussi, alors donc... Mais vous pouvez pas. Moi, je te dis que je m'excuse encore une fois. Bon. Le tribunal comprend qu'il y a une procédure de divorce qui va s'engager. Voilà. Le procureur demande au tribunal une peine de 4 mois de prison ferme pour protéger la femme en attendant le divorce. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. C'est une avocate qui a la charge de défendre le mari. On est dans une situation délicate. C'est effectivement un problème. Maître Nataf était de permanence, elle a été commise d'office. Elle a découvert le dossier le matin même. Son principal argument pour éviter la prison à son client est qu'il n'a jamais eu affaire à la justice. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans. Ensuite,
de vous abstenir de fréquenter le domicile de votre épouse, c'est-à-dire que vous allez ressortir tout de suite. Il ne faut pas que vous vous précipitiez sur votre épouse. Hein. Donc, désormais, vous êtes d'un calme et d'une placidité conjugale absolue. 6 mois de prison avec sursis qui ne semblent pas le convaincre de ne plus revoir son épouse. Des jugements dont on peut se demander si les attendus sont respectés. Monsieur Jacqui ne veut pas rater la reprise de l'audience de la cour d'assises. Tout le monde attend l'audition du témoin accusateur et les réactions, bien sûr, des accusés. L'homme à la cigarette ne modifie pas son témoignage. Il confirme que sur le braquage étaient présents Kiki, Jean-Claude L'Enfant et Jean-François Parisi, dit Bébé, et enfin Patrick Parisi, l'homme aux 2 femmes. Il confirme également qu'André Vigoureux est bien celui qui a tué le gendarme Christ. Mais s'il reconnaît qu'il n'a pu voir qui a tiré la rafale de mitraillette depuis la 2e voiture, il affirme que Bébé, son cousin Jean-François Parisi, avait justement ce soir-là une mitraillette. On est mis en cause par une personne. Et la personne qui nous met en cause, c'est mon cousin Germain. Et cette personne, sa femme, c'était ma maîtresse. Alors c'est toute une histoire de cul en fin de compte. Et pour se venger, il nous met dedans. Et nous, on ne peut pas se défendre, on n'y était pas, on ne peut rien dire. Pour prouver que la femme de l'homme à la cigarette était bien sa maîtresse, Bébé va donner à la cour des détails intimes. Elle aurait de petits boutons au niveau des seins et des reins. C'est pour ça qu'il vous en veut, alors. Oh oui. Il m'en veut jusqu'à la mort, oui. Alors comme il ne veut pas, comme on est en prison, ben voilà, ça l'arrange. C'est soit ça ou soit le mettre un coup de fusil. Dans la famille des Parisi, on a conscience de la fragilité de la situation de Jean-François. Sa femme sait qu'il risque la prison à perpétuité pour s'être servi d'une arme contre des gendarmes. Son fils le sait aussi. C'est vrai qu'il a commis des erreurs, mon père, que oui, c'est un voleur, et puis point, voilà. Mais faire du mal à quelqu'un, il n'est même pas capable de faire du mal à une mouche. Et tu n'aurais jamais quelqu'un. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Il a déjà peut-être commis des erreurs dans la vie, Même pas un chien. mais... Il y a un chien qui est écrasé, mon chien ça fait écraser, pleurer pour le chien. Lui, cœur sensible. Manière Marc Dorquel, c'est quel baveux, un menteur. C'est un mensonge, c'est un menteur. Voilà, c'est un menteur, c'est pas sa femme qui a fait baiser. Mon mari l'a bien baisé, puis il a bien guetté qu'il avait des boutons dans la rein et puis dans les nichons. Marc Dorquel, que des conneries. Un cocu, et c'est un menteur à la fois. Cocu, ça reste cocu. Et un menteur à la fois. Voilà, c'est un menteur. Ces histoires de famille très compliquées, c'est en fait l'un des arguments que les avocats vont mettre en avant. La grosse difficulté, c'est qu'admettons que les auteurs de ce vol à main armée, de ce meurtre, soient des gens de la communauté, des gens du voyage, ça on le sait, puisqu'il y a Dorquel qui est reconnu, et il y a Vigoureux. Mais ça peut être 50, on est d'accord? Ouais. Ça peut être 50, parce que sur le plateau de Vernouillet, il y en a 50. Bon, et puis tous ces gens du plateau de Vernouillet ont été condamnés parfois les uns avec les autres, mais pas toujours les mêmes. Le plateau de Vernouillet dans les Yvelines. Beaucoup de gens de la communauté du voyage se sont sédentarisés ici. Le lieu a mauvaise réputation, on prétend qu'il est espionné en permanence par les gendarmes. Au bout de ce champ, la maison de Jean-Claude L'Enfant, Kiki, le fort en gueule. Tonia, l'épouse de Patrick Parisi, l'homme aux 2 femmes, est une amie de la femme de Kiki qui a souhaité garder l'anonymat. Les 2 maris sont en prison depuis 4 ans. Elles sont seules pour élever leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur dites aux enfants? Qu'ils sont battus avec les gendarmes. C'est tout. On leur dit ça, ils y croient. Oui, moi, ils le savent, mais en fait, Johnny, il est assez grand pour savoir un peu, parce que nous, on parle, on s'en rend pas compte, mais l'enfant, quand on parle, il écoute très bien ce qu'on dit. Alors, il en veut au monde entier, il en veut aux juges, il en veut aux policiers. Quand il voit des policiers, il en veut, parce qu'il en dit toujours, vous avez mis mon père en prison. Et il en veut un peu au monde entier, je crois. Parce qu'il ne s'en rend pas compte. Vous avez confiance en la justice? Non, pas du tout. Je trouve qu'il n'y a pas de justice en France. Premièrement, je trouve qu'en France, il n'y a pas de justice. Encore moins pour les gitans, je crois. Retour au palais de justice. C'est la fin de l'après-midi. Tous les jours, on y donne un concert à la Sainte-Chapelle. Elle date du temps où le palais était le domicile des rois.
Le quotidien du palais, c'est tout de même la justice. Maître Maigrelis est appelé par le tribunal correctionnel pour défendre un client accusé d'avoir volé un sac à main. Les faits datent de plusieurs mois et le prévenu va comparaître libre. L'audience est dans 1 heure et je n'ai pas terminé l'étude de mon dossier. Il faut notamment que je vérifie l'état de la procédure policière pour voir s'il n'y a pas éventuellement une nullité qui pourrait me permettre de sortir mon client d'affaires. C'était il y a 4 mois à Paris. La police surveillait 2 hommes qui s'approchaient d'une voiture bloquée dans un embouteillage à cet endroit même. La vitre de gauche était baissée, l'un des délinquants demande une cigarette à la conductrice. Son complice en profite, il ouvre la portière arrière et vole son sac à main. Les policiers les arrêtent en flagrant délit. Le voleur du sac a été condamné en comparution immédiate à 6 mois de prison ferme, il y est depuis 4 mois. Son complice n'avait pas été jugé tout de suite pour des raisons de santé. Il a échappé à la comparution immédiate. Pour autant, sera-t-il mieux défendu devant le tribunal correctionnel par cette avocate qui connaît bien son parcours et son casier judiciaire? Ça fait 10 ans que j'ai affaire à lui régulièrement. Un bon client alors? C'est un très mauvais client. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a jamais donné un seul centime. J'espère... Ah, voilà mon client. Pas un seul centime, mais comme une vieille complicité. L'avocate examine le dossier sur un coin de table. Elle cherche une éventuelle erreur des policiers dans la procédure. Ah, excellent. Après la garde à vue. Je vois pas de mention de via. Mais il faut que ce soit immédiatement à partir du moment où ils sont placés en garde à vue. D'après leur rapport, les policiers n'auraient pas informé le procureur du début de la garde à vue. Si cela se vérifie, cette garde à vue est illégale. Alors attends, c'est incroyable ça, parce que c'est gros quand même. Et si elle est illégale, toute la procédure est annulée. On ne peut plus rien reprocher à son client. L'avocate adresse immédiatement une demande à la présidente du tribunal, qui n'en est pas étonnée. Ah, que ça soit de plus en plus compliqué pour le policier compte tenu des nouveaux textes, c'est une évidence. Pendant la garde à vue, ils doivent faire attention à beaucoup plus de choses qu'avant et beaucoup plus vite qu'avant. Techniquement, pour eux, c'est plus difficile. Qu'il y ait de plus en plus de nullités, peut-être pas. Quand il y a un bon accord entre le parquet et la police judiciaire, ils s'adaptent très très vite à un nouveau texte. Mais enfin, il y a plus de cas d'ouverture de nullité. Voilà. Mauvaise surprise pour l'avocate. Le procureur a retrouvé le fax que les policiers lui avaient envoyé dès le début de la garde à vue. Tout était en règle. L'avocate va devoir plaider et le tribunal juger. Dans cette affaire, l'homme risque autant que son complice. 6 mois de prison. Avant d'aborder les faits, la présidente va relire son casier judiciaire et la liste est longue. Vous pouvez vous asseoir. 40 identités différentes pour échapper à la justice. 15 mars 1993 à Versailles. Sur le fond du dossier, c'est pire. Un nouveau témoin le dénonce. En disant ça, il vous met dans le bain. Le prévenu s'enfonce. Sa version n'est pas crédible. L'affaire s'annonce mal pour l'avocate. Son client risque d'être arrêté à l'audience et repartir entre 2 gendarmes. Je parlerai très peu des faits. Je n'ai pas envie de vous expliquer ou de vous démontrer que n'a pas volé ou qu'il n'était absolument pas au courant. Vous avez ces déclarations, vous en ferez ce que vous voudrez. Aujourd'hui, pour la première fois, on est parvenu à obtenir en décembre 2000 un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler. Il demande que ça depuis 20 ans. Pour la première fois, il a la possibilité. Alors, je sais bien qu'il a encore fait l'idiot. C'est pas si facile de sortir de ce milieu terriblement marginal dans lequel il vit depuis 20 ans. Je voudrais demander une chance, une dernière chance, j'espère, parce que il est bien possible qu'il ne se représente jamais plus devant vous. T'attends ton résultat, t'as le courage ou tu te sauves? J'ai peur. Sérieusement, les procureurs ne me font pas confiance. Vous ne faites pas confiance? On dirait. Du fait qu'il a donné une peine de 7 mois, ça, je ne sais pas s'ils vont confirmer ou pas, mais j'ai peur. Le tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, vous déclare coupable et des faits de vol et des faits de rébellion. En répression, vous condamne à 9 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. La peine est de 3 mois ferme, mais il n'ira pas tout de suite en prison.
L'avocate a trouvé les bons arguments auprès des juges. Il y a un peu de prison ferme quand même sur le dossier. Oui, mais très peu. Une prison ferme qui peut se faire en semi-liberté. En semi-liberté, et mieux s'il trouve du travail, l'homme ne fera sans doute aucun jour de prison. La présence de cette avocate qui connaissait son dossier lui a donné une chance que son complice n'a pas eu en comparution immédiate. 3 mois plus tard, le client n'a toujours pas donné un franc à celle qui pourtant l'a si bien défendu. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. La comparution immédiate, à la différence du tribunal correctionnel, c'est quand même un petit peu le malheur du monde. Alors que devant nous, ça va vraiment du dérisoire au gravissime. Et avec des gens de conditions sociales variables, d'origines diverses, avec une appréhension de leur propre délinquance complètement différente. Parfois celui de la cité, avec tous les copains dans le fond de la salle qui sont là pour le soutenir et qui vient toujours dans la prestance. On s'autorise plus de choses, plus de violence, c'est ça qui me préoccupe. Et une attitude différente devant les juges aussi. Le tribunal qui commence à être traité avec des involtures, c'est inquiétant. Ce matin-là, devant la cour d'assises, les accusés se font attendre. Bonjour monsieur, ça va? Tout va bien, ils sont arrivés, non? Pas encore? On attend, mais on va voir le renseignement. Souvent, il y a un petit problème avec la santé. Quoi. Petit problème en effet à la prison de la Santé, les gardiens sont en grève. Ils bloquent les départs des prisonniers vers le palais. Ils réclament plus de sécurité dans les établissements pénitentiaires. C'est bon. Non, simplement, de ne pas me parler, de me rester là-bas, c'est tout. Il n'y a pas de raison d'emmener la violence dans ces situations. Franchement, nous sommes totalement opposés à ce type de méthode. C'est absolument grave, les surveillants ne sont pas des délinquants. Les portes ont été dégagées, l'escorte peut conduire les accusés au palais de justice. Mais le feuilleton de la grève continue, d'autres gardiens bloquent la souricière. À l'intérieur du camion, l'homme aux 2 femmes n'est pas franchement solidaire des grévistes. C'est des conneries, c'est que du cinéma qui vont là. Ouais, ça bouge. 2 étages au-dessus, dans la salle d'audience de la grande cour d'assises, les victimes espèrent beaucoup de cette journée. Alors je crois qu'on va entendre William Redon, qui est un témoin important effectivement dans ce dossier, dans la mesure où il avait mis en cause de façon très précise André Vigoureux. Alors on sait aujourd'hui que cette mise en cause était tout à fait conforme à la vérité, puisque André Vigoureux a reconnu son rôle dans cette affaire. Mais son témoignage est important aussi, puisque dans ses déclarations, il met en cause les autres co-accusés. William Redon était un ami d'André Vigoureux. Il affirme que celui-ci est venu chez lui le lendemain du crime. 4h45 ce matin, sur l'autoroute du Nord, au péage de... Ils auraient regardé la télévision ensemble dans la soirée et vu un sujet du journal télévisé sur le braquage du péage de l'autoroute. Est-ce que les gendarmes ont pu riposter? Non. Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont été vraiment assassinés. Réagissant aux images, André Vigoureux se serait vanté d'avoir tiré sur les gendarmes et il aurait donné de nombreux détails et les noms de ses complices. Là, en ce moment, il y a une personne qui passe, William Redon, c'est un menteur. Parce que j'ai jamais, comme il dit, soi-disant qu'à la télévision, que j'aurais visionné le reportage avec lui. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La défense conteste ce témoignage. Elle soutient que cet homme a passé un marché avec les gendarmes. Il aurait bénéficié d'un traitement de faveur dans une autre affaire, contre de fausses déclarations. Un gendarme aurait vendu la mèche. Il y a un gendarme qui a témoigné comme quoi qu'il a reçu des pressions pour faire des fausses déclarations. Le gendarme, il a témoigné, on ne l'a pas revu là, il est interdit de séjour dans la salle. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, s'ils sont capables de faire des faux témoignages pour ça, ils sont capables d'en faire pour autre chose. Bah oui. La pression monte. Entre la défense et l'accusation, on commence à s'accrocher avant même que l'audience ne reprenne. Car manifestement, on ne sait pas combien ils étaient
et qui ils étaient. Voilà le problème. Ça, vous voulez l'écarter. C'est la question centrale. Et vous êtes bien certain aussi de la validité de ce que disent vos clients. Alors arrêtez de continuellement contester l'accusation. Je ne vous reproche pas de croire à leurs mensonges. L'accusation qui se fonde sur Torquay. Pour vous laisser le temps de vous calmer. Je ne peux pas toujours laisser dire un certain nombre de commentaires qui s'ajoutent aux questions légitimement posées par les avocats et aux réponses qui sont faites. Mais je le fais, je l'espère, avec toute la mesure souhaitable. D'ailleurs, si je ne le faisais pas avec cette mesure, la présidente ne manquerait pas de nous rappeler aux uns et aux autres qu'on n'est pas au cirque. Et je détesterais le cirque. Et alors est-ce que vous avez des enfants de cœur dans le box? La présidente a jugé qu'il fallait que les esprits se calment. Elle convoque dans son bureau défense et accusation. Il vient ou non? Je sais pas, c'est ce qu'il veut. Alors venez avec moi déjà. Oh, s'il vous plaît, non, pas de photos. C'est une journée capitale pour la défense, puisque elle se sent un petit peu là. Elle voit, disons, les éléments d'accusation qui se confortent. Et c'est vrai que là, on sent la défense réactive, pour ne pas dire plus. Tu vas la montrer. Une défense réactive, d'autant qu'elle n'a pas encore digéré le témoignage de William Redon. Il y a une espèce de marché entre ce type et puis les gendarmes, marché évidemment occulte, qui s'est d'ailleurs noué dans un bistrot de la ville d'Angers, dans des conditions sur lesquelles nous savons finalement peu de choses, mais qui sont pour le moins peu orthodoxes. Voilà ce qu'on peut dire du témoin que nous avons entendu. Nous, on pense qu'il y a une légalité. Et Dieu sait que si on franchit légèrement la ligne jaune, vous l'avez vu, on nous le fait remarquer. Hein. Il semblerait que, pour lui, ça soit pas tout à fait ça. Je vous laisse le soin d'imaginer ce que l'on dirait si nous avions la démonstration, et on ne pourra jamais l'obtenir, parce que ça n'existe pas qu'un avocat rencontre un témoin avant une audience dans un bistrot pour préparer. Vous voyez le truc? Bon, eh ben, ce que l'on accepte, voilà. Et à juste titre d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est normal. Les avocats sont tendus, on approche de la fin du procès. Demain, ce sera le réquisitoire de l'avocat général. Personne n'imagine qu'il puisse ne pas demander des condamnations sévères. Le lendemain matin, sous les toits du palais, la journée commence plutôt mal dans la galerie des juges d'instruction. Cet homme est présenté à mademoiselle Château, la juge qui assure la permanence. Il est soupçonné d'avoir pratiqué des attouchements sexuels sur une touriste. Il s'est ensuite battu avec son couteau contre les policiers qui intervenaient. Il est assisté d'un avocat commis d'office, maître Mendès. Est-ce que vous voulez m'expliquer comment ça s'est passé? J'ai vu une passante avec son compagnon, quoi. Passer, elle était assez sexy, quoi. Ouais. Alors moi, je lui ai soulevé la jupe, quoi. Et vous l'avez touché? Je lui ai juste soulevé la jupe, mais j'ai pas le de toucher, puis ça a été vite, quoi. Je lui ai soulevé la jupe, mais j'ai pas le de toucher la culotte, quoi. J'ai juste soulevé la jupe. Et là, vous faites ça souvent dans le métro, là, comme ça? Bon, si je le faisais souvent, je suis peut-être habitué, je n'aurais pas de problème. C'est la première fois que je l'ai fait, que j'ai des problèmes. L'homme ne semble pas très équilibré. Le gendarme est d'ailleurs attentif à tous ses gestes. Donc vous l'avez tenu vers lui, le poignard? Vous l'avez tenu en sa direction? Bon, oui, oui, absolument. Bon, j'ai tenu le couteau dans sa direction en disant que vous auriez pu vous faire blesser. Monsieur, s'il vous plaît. Mais c'est surtout lorsque la juge va lui parler d'hôpital que l'homme va déraper. Est-ce que vous avez eu déjà des hospitalisations précédemment? Bon, j'ai eu des hospitalisations précédemment, oui, hein, mais ça n'a rien à voir avec ma qualité en ce moment, d'accord? J'aime pas qu'on parle de traitement. La psychiatrie, je couvre la psychiatrie. Je suis un professeur en psychiatrie, moi. D'accord? Je vais vous opérer à cœur ouvert, d'accord? Et vous n'êtes pas mort, d'accord? Donc laissez-moi tranquille un petit peu. Vous savez pas qui je suis, moi. Je fais de la DGSE. C'est la DGSE, c'est puissant ça, la DGSE, d'accord? Je suis agent secret, c'est tout. Et je suis moi une bombe croix. Une bombe? Une bombe héliumée. C'est une désintégration que j'ai sur moi. Ça vous sert à quoi, ça? À désintégrer les individus gênants. Pour vous le dire plus facilement. Pour désintégrer les individus gênants. Vous allez signer chaque page en bas.
Le juge demande que l'homme soit placé en détention provisoire, mais ce n'est pas elle qui décidera. Est-ce que vous avez des problèmes de santé à l'heure actuelle, monsieur? Madame, laissez-moi tranquille un petit peu. Vous allez bien? Vous n'êtes pas docteur, d'accord? Vous êtes juge. Terminé. C'est pour savoir si il faut... Ça me fait flipper, ça me fait flipper, ça me fait flipper. L'homme est inquiet. Il a peur d'aller en prison. Depuis la réforme sur la présomption d'innocence, le juge d'instruction ne décide plus de cette détention provisoire. En la circonstance, ça l'arrange. C'est vrai que si j'avais dû lui dire en face que je le mettais en détention, il aurait peut-être été plus violent avec moi qu'il ne l'a été. Il le sera peut-être tout à l'heure si le juge des libertés décide de le placer en détention. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même un soulagement de ne plus prendre cette décision. Le juge des libertés et de la détention, c'est lui, Philippe Hérald. Un deuxième regard sur le dossier pour décider de la détention. Il aura en face de lui l'avocat. Maître Mendès a une chance infime de faire libérer son inquiétant client. Il y a quand même de fortes chances qu'il aille en détention. La première question qui va se poser, c'est va-t-il comprendre la décision? Détention, prison, il comprend. Pourquoi? Là, il risque de ne pas comprendre et les arguments qui vont être employés de part et d'autre risquent de lui paraître très abstraits. On est dans une situation un petit peu délicate. Je vous en prie. Eh bien, vous pouvez vous asseoir, monsieur. Monsieur, la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'après un débat entre le procureur de la République qui demande votre incarcération, votre avocat qui vous défend et vous-même qui allez présenter vos observations. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en parle tout de suite? Allez-y. Bien. Donc, il est mis en examen pour 3 infractions, agression sexuelle, menace... Le procureur demande qu'il soit placé en détention le temps de trouver un expert psychiatrique pour l'examiner. Médical et psychologique. Pour moi, la voie qui a été choisie, qui est la voie pénale, au lieu de la voie médicale, n'est pas du tout la bonne voie. Nous sommes tous en train de statuer... Son avocat pense que la place de cet homme n'est pas en prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique. Je ne pense pas que la détention provisoire soit justifiée. Bien, alors je vais y réfléchir quant à ce placement en détention provisoire. Donc je vais vous demander, messieurs, si vous voulez le ressortir quelques minutes. Donc je vais réfléchir à ça, monsieur. À l'époque encore récente où le juge d'instruction décidait, on prenait moins de temps pour délibérer, c'était immédiat. Alors, monsieur, malheureusement, je n'ai pas de solution pour vous. Il faut que l'on puisse s'assurer que vous n'êtes pas dangereux. Donc, je suis obligé de vous placer en détention provisoire. Voilà. Si vous voulez bien signer, s'il vous plaît. Voilà. Vous voulez voir? Je n'en pas comprendre. Comment? Je n'en pas comprendre. Alors, monsieur Jo... Non, les médecins. Oui. Je veux avoir affaire au président de la République, à la gendarmerie, à l'armée, absolument pas médecin. J'ai marre des médecins. D'accord. Alors, et mis complet. Non, mais vous n'allez pas à l'hôpital, là. Vous allez bien à la maison d'arrêt. Hein. Voilà. C'est pour vous? L'homme ne part pas vers l'hôpital, pas pour l'instant. Un mois plus tard, il sera entendu par un expert qui demandera son internement en hôpital psychiatrique. Il sera resté 2 mois en prison. Au cours des 5 premiers mois de l'année, ces juges de la liberté ont envoyé moins de prévenus en détention provisoire que ne le faisaient les juges d'instruction. Pour être précis, 1/4 en moins. Moi, je pense que l'institution a sa raison d'être. Et que, bon, bien entendu, est-ce que la justice française a les moyens de s'offrir une telle institution? Parce que vous avez vu tout ce que cela représente au point de vue travail procédural. Mais je pense qu'au niveau des libertés individuelles, la garantie qui est apportée n'est pas négligeable. Avant-dernière journée du procès devant la grande cour d'assises. Dans son bureau, l'avocat général Philippe Bilger se prépare pour le réquisitoire. Je vais essayer, sans dérision, sans haine, sans mépris, de démontrer au jury et aux magistrats qui le composent pourquoi les accusés, à mon sens, ne disent pas la vérité. Si j'arrive à démontrer cela, ensuite j'aurai à déterminer la responsabilité de chacun et surtout d'évaluer la sanction qui me paraît être la meilleure pour eux. Et ça, c'est une tâche difficile et redoutable. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
Philippe Bilger est convaincu de la culpabilité des accusés. Il faut que je vous dise tout de même... Il va demander aux jurés de les condamner à de lourdes peines, de 10 à 30 ans de prison. Qu'est-ce que vous pensez de la peine? Ouais. Ah, c'est plus une peine, c'est une peine de mort qu'ils te mettent là. Qu'est-ce qui a été demandé pour vous? Il y a 25. Si vous n'avez rien à voir là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est des peines de fou, ça. Ça fait 4 ans que je suis en prison pour rien. Maître Liénard vient les soutenir. Pour lui, rien n'est encore joué. Dans le dossier, il y a de tels éléments de point d'interrogation et de doute, hein, que condamner là-dessus, c'est extrêmement difficile. Parce que la preuve de l'innocence, comment on fait? Vous voyez? Moi, je vais le plaider, mais imaginez M. Jean-François Parisi parfaitement innocent, tiens. Ou Kiki l'enfant parfaitement innocent. Comment il peut faire? Comment il peut le prouver? Nous, on va vous prétendre que la vérité, on ne la connaît pas, mais qu'il n'y a pas suffisamment de charges. C'est vrai. Et même s'il y a un gendarme qui est mort et tout le monde va regretter ça, c'est terrible. Un jeune garçon de 21 ans qui meurt comme ça, c'est terrible. Personne ne va dire que c'est bien. C'est pas pour autant qu'on puisse prendre le risque d'un deuxième drame, celui de se tromper. Vous voyez, c'est tout. Le malheur a jamais réparé le malheur, ça s'additionne, ces trucs-là. Le lendemain, dernier jour du procès, la parole est à la défense. C'est à elle qu'on donne toujours la parole en dernier. Comment allez-vous, maître? Très mal, Madame la C'est Présidente. vrai, vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. J'ai beaucoup travaillé. C'est que le dossier est difficile. Vous avez le trac? J'ai terriblement peur. Et plus je plaide aux assises, et plus j'ai peur. Et pourquoi avez-vous de plus en plus peur? Parce que vous avez de plus en plus conscience de l'enjeu? Parce que vous avez de moins en moins confiance dans la justice? Non, parce que j'ai de moins en moins confiance dans la justice. Puis je pense que véritablement, dans toutes ces affaires, et particulièrement dans celle où le malheur est prégnant, il ne reste rien de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence chez les accusés, on n'y croit plus beaucoup non plus. Vous voulez que je dise? Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. Nous, on est tous au milieu du gens du voyage. Alors, quand vous êtes des gens du voyage et puis vous passez dans des assises comme ça, devant des jurés, devant des personnes, c'est très qu'on est déjà mal vu déjà. Parce qu'ils nous disent tout le temps, c'est des voleurs, c'est ci, c'est ça. Des voleurs? Hein? Alors, on a déjà un pied dans la tombe et puis l'autre, on ne sait pas où c'est qu'il va aller. Les accusés, ils sont persuadés que les jeux sont faits depuis longtemps. C'est dommage qu'ils ont cette opinion de la justice. Justice de merde. Les plaidoiries des 4 avocats vont durer 10 heures. 10 heures pour tenter de convaincre qu'il n'existerait aucune preuve irréfutable contre 3 de leurs clients. 10 heures pour dire que le doute doit toujours profiter aux accusés. Les jurés ont eu l'air troublés. L'espoir semble avoir changé de camp. J'ai encore pris une leçon. Non, mais on les tient bien sur la duel. Hein, t'es d'accord, Eric? On les tient bien quand même. Hein. On les tient bien. Hein. Je crois qu'on fait ce qu'il fallait, non? Ouais, on les tient, hein. On les tient, là. Tu sais que... j'ai tenté de les toucher au travers tout simplement des termes du serment qu'ils ont prêté. Serment qui a été revisité par une loi récente, celle intitulée Présomption d'innocence, et qui aujourd'hui inclut dans le texte du serment du juge l'obligation de faire bénéficier l'accusé d'un doute dans un dossier. Et dans ce dossier-là, moi je n'avais, comme bien souvent, pas de prétention à une vérité qui me semble indémontrable. En revanche, j'avais la prétention, et j'ai encore la prétention, de dire qu'il y a un doute. À l'extérieur de la salle, les victimes et leurs parents sont inquiets. Ils craignent un acquittement. La loi qui vient de sortir à l'heure actuelle lui profite bien. Mais pour beaucoup de personnes, et pour moi surtout, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, depuis 4 ans, je suis persuadé que les gens qui sont dans le box sont les accusés. Au contraire, dans la salle, les proches des accusés ont retrouvé espoir. Ça va, on a confiance pour l'instant. Vous avez confiance? Vous pensez que ça va... Oui. Ouais. Oui. Pour nous, on pense à l'acquittement, mais non, j'ai l'espoir. Hein. Pour moi, c'est la logique des choses. Vu que c'est un innocent, pour moi, je pense qu'il va sortir. Hein. Puis j'ai confiance à cette justice-là quand même. Les débats sont terminés. Le moment pour la Cour de se retirer, réfléchir et se prononcer sur la culpabilité des accusés. Le délibéré, le vote va donc être: les accusés sont-ils coupables de ce dont ils sont accusés? Et si nous en déclarons un ou plusieurs coupables, il faudra leur mettre une peine. Et le délibéré étant secret,
Je ne pourrais pas vous dire dans le détail, en plus j'en sais rien de ce qui va se dire. Voilà, il y en a certainement au moins pour 6 heures. C'est vrai que l'erreur judiciaire, on y pense, et que les avocats nous le rappellent à juste titre, au cas où on pourrait l'oublier. Et dans beaucoup d'affaires, moi je suis comme tout un chacun, j'hésite. On essaie d'y croire. S'ils suivent ce qu'il y a dans le dossier, normalement on doit être acquitté. Hein. Si on n'est pas acquitté, c'est parce que c'est une justice de merde, la justice française, quoi. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Les accusés, vous restez debout, s'il vous plaît. À toutes les questions sur la culpabilité, les réponses sont oui à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, la Cour et le jury condamnent à la majorité absolue l'accusé André Vigoureux à la peine de 30 années de réclusion criminelle, l'accusé Jean-François Parisi à la peine de 25 années de réclusion criminelle, l'accusé Jean-Claude L'Enfant à la peine de 12 années de réclusion criminelle et l'accusé Patrick Parisi à la peine de 10 années de réclusion criminelle. Tous les accusés, vous avez un délai de 10 jours francs pour interjeter appel de cette décision. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. Donc l'audience pénale est levée, l'audience civile va avoir lieu dans quelques instants. Mais 25 années de prison, mais vous vous rendez compte ce que c'est? J'ai une femme, j'ai 6 enfants, moi, comment ils vont faire? Vous voyez pas que c'est un menteur, c'est Darkel, la pédé, là, ça ment tout, c'est Darkel. Les peines sont lourdes, les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général. Je n'irai jamais me réjouir du fait que 30 ans tombent sur les épaules d'un homme, même s'il les mérite. Mais vous comprenez bien que rien ne serait pire que le sourire grotesque de celui qui croit avoir gagné sur le désastre humain. Ah, ferme ta gueule, ferme-la, ta gueule pénale. Mais tu te fais enculer dehors, pénal. Je pense que les peines qui ont été appliquées sont en proportion du mal qu'ils ont fait. Je pense que ça leur donnera sûrement à réfléchir, surtout à celui qui a tué Stéphane, je pense. Notre souffrance est toujours là, elle est toujours permanente. Hein. C'est pas parce qu'il va faire 30 ans de prison. Moi, je fais un peu mon fils. Hein. Il va peut-être pouvoir reposer en paix. Des 4 accusés, seul Jean-François Parisi, condamné à 25 ans, a fait appel. Il sera rejugé dans quelques mois par la cour d'assises d'Évry.